Et recoucou, on se retrouve pour un nouveau point lecture et on commence avec ces deux petits livres ici. Alors j'ai lu celui-là en premier et l'écriture en rouge en deuxième. Alors donc ça c'est une autobiographie de Donna Williams, une autiste qui nous raconte en fait ses mémoires en fait. Je sais pas trop comment te dire. Je vais te mettre du coup le résumé ici un petit peu pour que tu puisses te rendre compte. J'ai l'impression que c'est flou, je suis pas sûre. Enfin bref. Donc, alors, dans celui-là, le premier, donc, elle nous raconte vraiment, en fait, comment ça se passe dans sa tête. Je sais pas toi, mais à chaque fois que je regarde des reportages sur les autistes, ou sur l'autisme en général, que ce soit à la télé ou même sur YouTube en vrai, euh, je suis toujours un petit peu sur ma faim parce que t'as pas vraiment, en fait, le déroulé de comment ça se passe dans leur tête. On les interroge, tu sais, on leur demande. Mais je trouve que ça reste quand même vachement superficiel, je sais pas. Il manque toujours un truc en plus, une interrogation, tu sais, enfin, qui répond à mes interrogations. Et avec ce livre-là, on les a, et vraiment, ça aide vraiment à comprendre le truc. Et vraiment, le témoignage exceptionnel d'une jeune autiste, je suis d'accord. Franchement, ce livre est juste génial pour comprendre l'autisme, comment ça marche, et puis même découvrir, bon, je savais déjà un petit peu, mais tu découvres en fait à travers l'autisme, et même en regardant des vidéos de personnes autistes sur YouTube qui en parlent, tu découvres en fait qu'il y a plus que des sens. Je sais pas comment dire, mais tu sais, donc on est toujours un petit peu... Ah zut, j'arrive pas à trouver mes mots. Comment on dit? Un petit peu sur la surface, c'est nous, on va dire. Alors que tu te rends compte qu'en fait, par un trouble ou même un autre, par un biais, tu te rends compte qu'en fait, il y a bien plus au-delà de ce que tu crois savoir. Et c'est avec ce genre de bouquin, franchement, que tu t'en rends vraiment compte et que tu comprends même certaines choses. J'arrive parfois à me retrouver dans ce qu'elle dit, surtout dans des moments de dissociation très intenses, voire beaucoup plus intenses, hein. Franchement, je pense que je n'ai jamais atteint son level, mais j'arrive à m'y retrouver et à comprendre le truc. Et en plus, du coup, tu ramènes ça à carrément une psyché, enfin, une vision des choses différente parce que son cerveau ne marche pas comme nous. En tout cas, il n'est pas câblé comme la norme, on va dire, plus simplement. Et du coup, ça aide vraiment à te rendre compte que vraiment notre espace, en tout cas notre réalité, est tellement petite comparée à ce qu'elle pourrait être si on était plus éveillé dans un sens, je sais pas. Et du coup, l'autisme, j'ai l'impression en lisant ça que c'est un petit peu, je sais pas. Je sais qu'au début, il y a une emphase où on a un petit peu la définition de elle qu'elle nous donne. Je sais plus à quel moment elle dit ça. Ça y est, j'ai trouvé. Sa propre théorie de l'autisme, d'après elle, il s'agirait d'un dysfonctionnement de l'un des mécanismes cérébraux contrôlant les émotions, lequel entraverait l'expression d'une intelligence par ailleurs normale et retentirait sur un organisme pourtant en parfaite santé. Reçoit une illustration convaincante avec cette extraordinaire autobiographie. Ouais, j'ai un peu débordé, mais elle a vraiment sa vision. Après, je crois que l'autisme de base, après, c'est assez vieux. Je sais pas de quand ça date, mais tu vois en lisant que t'as des trucs qui sont assez vieux quand même, t'as des vieilles paroles qui ne sont plus de l'ordre du jour, on va dire, qui sont mises dedans. Mais globalement, j'arrive quand même à retrouver beaucoup de choses de notre temps, on va dire. C'est où là aussi? Ah zut, j'ai vu une autre définition passer aussi. Attends, encore. C'est bon, j'ai retrouvé. Il semble que l'autisme soit dû à une anomalie du développement cérébral qui entraînerait une incapacité à traiter correctement l'information. Et alors, je sais pas exactement comment ça se passe, hein, mais en lisant le livre, en tout cas, de ce que j'en retiens, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que en fait,
il y a une grande part donc d'incompréhension de choses, aussi un mécanisme différent d'une autre, mais aussi une grande part de dissociation très intense qui fait que ça va pas beaucoup aider du coup à traiter l'info, ça va même empirer les choses parfois. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Après exactement, je saurais pas dire, je suis pas non plus spécialiste et je me documente vite fait sur le truc, mais du coup c'est ce que j'en retiens en tout cas. Mais en tout cas, je vous conseille en tout cas, je vais arrêter avec moi en tout cas, ce livre parce que vraiment je l'ai préféré au deuxième que je vais vous décrire, ne vous inquiétez pas, je l'oublie pas. Mais j'ai vraiment préféré celui-là parce que ça va vraiment très en profondeur. Et dès le début du premier truc d'ailleurs, du premier chapitre, elle parle d'un rêve, elle débute avec ça et vraiment t'es plongé dans le vif du sujet tout de suite et c'est passionnant à lire. J'ai adoré cette lecture. Vraiment, celui-là, si vous devez en lire un des deux, je vous conseille celui-là si vous voulez vraiment comprendre le truc en profondeur. Et ensuite, du coup, donc la suite, celui-là. Après celui-là, j'ai moins aimé dans le sens où c'est plus où on voit un petit peu bah, sa thérapie, son adaptation ou sa réadaptation, vu que elle n'a pas pu le faire dans le premier, ce qui est normal parce que c'était assez mal compris, même si on découvre que elle a été diagnostiquée dans son enfance, sauf que ses parents ont fait une sorte de négation ou ah zut comment on dit, enfin ils ont refoulé ça on va dire et bah, elle aurait pu le savoir plus tôt et c'est con mais c'est un truc qui m'a fait tilter. Désolée, j'ai un moustique qui me tourne autour. J'ai réussi à tous les tuer mais il y en a qui se sont cachés. Mais en tout cas, qu'est-ce que je disais du coup, il m'a déconcentré ce con. Ah zut, j'ai carrément oublié, voilà, j'ai oublié ce que je disais. Si ça y est, ça me revient. J'étais en train de dire que ouais, donc elle a été diagnostiquée assez jeune et ses parents étaient au courant. Et le truc, moi, qui me fait tiquer quand on me dit ce genre de choses, même pour d'autres trucs, j'ai été confrontée à ça. Et toujours, je me suis dit, mais attends, il y a un problème. On va dire que un de mes parents apprend que j'ai une maladie ou un dysfonctionnement ou peu importe dans ma jeunesse, dans mon enfance donc, et euh, plus tard en grandissant, ils me le disent pas. Et ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas à l'intéressé ce qu'elle a ou ce qu'il a? Je veux bien que, tu sais, à un certain âge, c'est compliqué. Tu sais, t'es jeune, tu comprends pas. Si elle était petite, ok, je comprends. Mais quand elle grandit vers l'adolescence, essayez de lui expliquer doucement, tu sais, je sais pas. Et ça, c'est même pour moi dans mon entourage, même, j'ai vu ça une fois. Et je me dis, mais pourquoi tu... sur une personne adulte en plus, et j'ai été en train de me dire, et pourquoi vous voulez pas lui dire c'est elle qui subit le truc? Pourquoi la laisser dans le flou alors qu'elle sait qu'en plus elle est pas bien? Elle se voit dépérir, tu sais. Et j'ai plus l'impression qu'en fait c'est soit ouais nier le truc, une sorte de rejet complet, soit une manière de pas affronter le truc, je sais pas, ou de se rassurer soi-même, tu sais. Oh, j'arrive pas à savoir. Enfin bref. Tout ça pour dire que là, on suit donc bah, la suite, en tout cas, de ses études, parce qu'elle continue d'autres études, et bah, des rencontres et tout ça qu'elle fait. Elle rencontre aussi d'autres autistes, du coup, et bah, elle évolue en fait. Elle a un suivi avec Waller, ou... Ah zut, j'ai oublié. Non, c'est les Decker. Oh, non, c'est Marek, pardon. En tout cas, elle a un suivi et elle a même un petit appart dans une ferme. Elle arrive en tout cas à bien se... Oh, je l'ai eu. Pardon, ça n'a rien à voir. Mais je l'ai eu et il m'avait piqué ce con. Ok, bon, ça n'a rien à... C'est n'importe quoi. Je vous parle de livres et je chasse des moustiques en même temps. Tout va bien. Bref. En tout cas, on suit un petit peu bah, son suivi. On suit bah, sa découverte dans l'autisme même, dans la découverte d'autres autistes. Elle fait la découverte d'enfants, d'adultes aussi. Elle aide certains adultes à comprendre leur autisme aussi. Et c'est plutôt touchant parce que tu as vraiment l'impression que dès l'instant qu'elle rencontre un autiste, en fait, quelqu'un d'autre, il y a une sorte de connexion, ou en tout cas une sorte, tu sais, genre une sorte de d'antenne qui fait qu'elle reconnaît tout de suite parce que ça parle beaucoup d'un langage en plus. Il y a beaucoup le monde et son monde sous verre justement. Je crois qu'ils le disent, bah, c'est dans ce résumé en plus, je ne vous l'ai pas montré. Mais du coup, il parle beaucoup de ça, ça revient beaucoup.
Et même à un moment donné, elle aide un petit garçon et elle utilise ce fameux langage que seuls eux ont. Et la mère elle-même est étonnée, elle dit: «C'est la première fois que je vois mon fils agir aussi normalement. Je savais pas qu'il y avait un langage». Et c'est ça le truc à se demander. C'est pas parce que on comprend pas qu'il n'y a pas de langage. Et puis même, quand t'es dans sa tête, en tout cas dans celui-là, c'est certaines choses qu'elle pourrait faire que nous, il paraîtrait bizarre à personne normale. Je crois qu'on dit... Comment on dit déjà quelqu'un aliste, je crois, car personne non autiste. Mais en tout cas, aux alistes autour, tu sais, ça paraît tout le temps bizarre. Comme par exemple, je vais prendre un truc vraiment stéréotype, genre un truc, tu sais, l'enfant qui tourne sur lui-même, qui fait des trucs répétitifs, enfin, vraiment, le gros cliché. Mais même ça, tu te rends compte, t'as des moments, des passages comme ça, et tu te rends compte que ça a du sens, que ça a un but, vraiment. C'est pour ça, vraiment, lisez celui-là, vraiment. Si vous devez lire un des deux, c'est vraiment celui-là qu'il faut lire. Mais celui-là aussi est intéressant parce que elle plonge vraiment, on va dire, dans la théorie de l'autisme. Et on découvre ça avec elle, et on découvre aussi sa remontée, parce qu'elle n'empêche, elle revient de loin. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que beaucoup de choses à dire, et puis même je crois que je commence à tourner en rond. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Allez, deuxième livre, on lit Le temps du mariage, la famille Huxtable, pardon. Et j'ai remarqué juste aujourd'hui que c'était pas un livre unique, qu'il y avait plusieurs tomes, mais bon, c'est pas bien grave, on va se concentrer quand même sur celui-là. Et j'ai pas aimé. De base, je l'ai pris dans une boîte à livres qui était vraiment pas beaucoup fournie. Et il y a que celui-là qui m'a attiré l'attention parce que mine de rien, c'est quand même beau, tu sais, on dirait un tableau. La couverture est belle en tout cas, c'est ce qui m'avait attiré. Mais en lisant le résumé, je vais vous le mettre d'ailleurs ici, comme ça vous pouvez le lire. Je me suis dit tout de suite, ouais, ça va pas me plaire. Je voyais où ça allait. C'est un peu comme les chroniques de Bridgerton, pour vous donner une idée. Sauf que, là, alors, on se retrouve avec une famille de 4, donc un frère et ses 3 sœurs. Il découvre donc qu'il est le comte, qu'il est le comte, en fait, un héritier lointain de la famille, parce qu'il y a eu des brouilles et tout ça, on sait pas trop exactement, mais on nous le dit assez tôt. C'est pour ça que du coup, eux se retrouvent dans un petit village paumé à la campagne, comparé à leur rang au final. Mais du coup, le père qui meurt et le fils héritier qui meurt aussi, fait que c'est ce Stéphane Huxtable qui du coup est de nouveau le nouvel héritier. Et du coup, il veut pas se séparer de ses 3 sœurs et du coup, il les embarque avec. Et au début, j'ai eu un espoir, franchement, quand on nous présente la petite famille là, vraiment avec les personnages, je les trouvais tous sympas. Vraiment, ils me forment une petite fratrie super chill, super cool même. Chacun a des qualités et tout ça, et des joies de vivre, hein. Donc je me suis dit, finalement, ça peut être intéressant si on suit cette petite fratrie qui débarquent de leur campagne dans les grands trucs. Du coup, je crois que c'est en Angleterre, qui débarquent dans la bourgeoisie. Là, ils vont mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Ça va être marrant, tu sais. Non. Au final, non, j'ai été déçue. Après, bon, là, je me dis avec le recul, vu que, bon, c'est qu'un premier tome, peut-être que dans les autres, on est plus recentré sur les autres personnages, parce que là, on se concentre sur le personnage donc de Vanessa et de Elliot Wallace, donc celui qui est chargé d'annoncer au nouveau comte Stéphane de son héritage. Et du coup, on se concentre sur ces deux-là, et c'est très chiant. C'est vraiment hyper chiant, parce que dès le début, en fait, on te met un petit peu le ton de ça va être très superficiel, parce que quand du coup on décrit les 3 sœurs, on nous dit que donc, alors c'est l'aînée et la cadette sont hyper belles, magnifiques, plein de prétendants, nana. Et quand on arrive donc à celle du milieu, donc à Vanessa qu'on suit, on nous dit bien elle est pas moche, mais elle est très très banale, quoi. Et ils arrivent même pas à définir sa couleur de cheveux, sa couleur de yeux. Donc vraiment, on met l'accent beaucoup là-dessus. Et bon, je te dirais, c'est le début du livre, tu sais, c'est pour décrire les personnages. Ok, d'accord.
C'est le truc classique, la meuf banale qui séduit le beau mec, parce que oui, tous les autres personnages en fait sont magnifiques, sauf elle. Et après on s'étonne que bah elle-même ait un complexe avec ça, parce que même ses parents, même si c'était leur préféré, ironiquement, bah, ils la traitaient de vilain petit canard, affectueusement, entre guillemets, même si voilà, ça reste quand même des mots durs, surtout quand t'es entouré de gens beaux, donc qu'on te le fasse remarquer même gentiment, c'est compliqué quoi. C'est normal qu'il y ait des problèmes de confiance après avec ça. Mais du coup, on va nous rabâcher tout le long du truc que elle est pas belle, enfin elle est pas hyper belle et nana et machin. Et puis après son mariage avec l'autre là, Elliot, euh, en fait du moment qu'ils se marient, je trouve que ça devient chiant parce qu'au départ, ouais, tu te dis donc c'est une intrigue. Et tu te dis, bon, ils arrivent dans le nouveau monde, bon, ils n'ont pas de parrainage, du coup, il y a un petit couac. Ils prévoient d'épouser d'abord la sœur aînée. Finalement, bah, c'est l'autre sœur qui prend les devants pour éviter que sa sœur aînée se sacrifie. Sauf qu'à ce moment-là, bah, à partir de ce moment, on parle que bah, de cul en fait. C'est pas le problème, hein, c'est cool. Mais on va beaucoup en fait rabâcher ça, rabâcher la beauté, rabâcher le fait qu'elle est banale, rabâcher les maîtresses et tout ça, et nanan. Et oh, c'est chiant. Je pense que pour un ado, une adolescente, ouais, ça passe. Mais moi, je vais sur mes 30 ans. J'ai 30 ans à la fin de l'année, là, après Noël. C'est plus de mon âge. Ça me saoule, ce genre de truc. Après, je parlais des chroniques du Bridgerton. Je sais pas. Je sais qu'il y a des livres de cette série. De base, c'est des romans aussi sur plusieurs tomes, je crois. Et je sais pas, je les ai pas lus. Ce serait bien que je puisse lire au moins le premier pour pouvoir comparer peut-être. Mais je me dis, c'est peut-être dans la même vibe. Mais est-ce que l'écriture est pas différente? Parce que là, je trouve que c'est abusé à quel point ils mettent l'accent là-dessus. Et t'en viens même à détester les personnages, quoi. Ils sont d'un chiant. Et même Elliot, en vrai, souvent dans le roman, il va se demander pourquoi elle, alors qu'elle est d'un banal, alors que j'ai d'autres meufs bien plus canon, bien plus voluptueuses. Ah, c'est bon, faut s'en remettre au bout d'un moment, hein. C'est un corps d'une femme, c'est bon, c'est le sexe, tu vas t'en remettre, faut grandir. Surtout que lui aussi, à 30 ans, il est à l'aube de ses 30 ans, donc merde, hein. Moi, je raisonne pas comme ça. Ah, c'est pour une tranche d'âge spécifique, je pense que pour ma part, je vois trop la superficialité en fait dans ces machins, tu sais. C'est trop, ouais, elle est belle, elle est machin, ouais, elle se comporte comme ça, ouais, il fait ci, il fait ça, et nanan, tu sais, c'est beaucoup de ragots en fait, de bonnes femmes. J'aime pas parler comme ça, mais c'est ça, c'est. Et c'est plus de mon âge. J'ai passé l'âge de ce genre de truc. Et le couple qu'on suit là est chiant. On nous parle que de beauté. On est tout le temps en train de nous rabâcher leur ébat et nana. Et l'autre qui fait ci, l'autre qui fait ça. Oh, c'est pénible. Il y a aussi un petit peu bon de féminisme. Et c'est ça le truc que je déplore dans leur couple. Aussi, c'est que bah le mec, c'est le classique du mec ténébreux et tout ça, qui a été déçu et qui se ferme à l'amour et nanan, qui veut plus en entendre parler et qui est très droit, très carré, qui a l'habitude de commander nanan, et du coup sa femme qui va devoir l'assagir, bah le rééduquer à l'empathie et tout ça. Et ça c'est chiant. Moi-même déjà dans la réalité, quand je tombe sur un mec comme ça, je me dis oula, toi tu vas passer par la case lit et tu vas vite te barrer parce que je suis pas ta mère. Bah là c'est exactement ça. Sauf que bah c'est à une autre époque, c'est triste à dire, mais je crois que même elle le dit à un moment donné, oui je suis une femme et malgré tout bah moi je suis dépendante des hommes, mais en fait je suis pas comme toi, je peux pas avoir ta liberté. Je crois qu'elle lui fait remarquer à un moment donné. Et au bout d'un moment, ouais, c'est chiant bah, de voir une meuf éduquer son mec à être plus empathique, à être plus ouvert aux autres, à essayer de plus les comprendre, à essayer de plus de dialoguer. Alors que le mec à 30 piges, il devrait déjà savoir tout ça. C'est plus un gamin. Oh mon Dieu. Enfin bref, voilà. Je pense que ça peut plaire. Je pense qu'aussi, ça se trouve, les autres livres pourraient me plaire, hein, ça se trouve, si on suit d'autres personnages, parce que j'espère, parce que pour l'instant, là, j'espère, j'ai l'impression que on a vraiment fait le tour de ce couple, en tout cas qu'on suit. Donc, si les autres bouquins se centrent uniquement que sur eux,
C'est dommage parce que je trouve que les autres personnages autour sont vachement intéressants. Juste Stéphane, en fait, c'est le jeune des 17 ans. C'est le plus jeune de la fratrie, ouais, au passage. Mais du coup, donc il hérite du truc et on nous le décrit comme un bon vivant. Il a l'air super sympa et tout ça. Et puis même Catherine, sa sœur, je crois que c'est la cadette, elle a l'air super sympa aussi. Elle noue une amitié avec, je crois, c'est une des sœurs de Elliot. Comment elle s'appelle? Cécilie. C'était pas facile à retenir comme nom, mais j'y suis arrivée. Et elle noue une amitié. J'aurais bien aimé voir ça en fait. J'aurais bien aimé en fait juste ouais, voir un petit peu plus d'interaction avec les autres personnages, les personnages secondaires. Parce que juste se concentrer sur eux deux, ça m'a saoulée. J'avais envie de les claquer au bout d'un moment. Juste laissez-moi respirer parce que eux ils me gonflent avec leur ébat et leur beauté et leur mochitude là. Ils sont chiants. Faites-moi un petit peu voir les autres personnages parce qu'on nous les montre des moments, mais c'est tellement petit. Et puis même des moments, t'as des scènes. C'est tellement passé vite alors que c'est censé être tout un événement juste. Donc là, c'est dans les chroniques de Bridgerton où vous voyez le truc où on la présente à la reine et tout ça, nana. Et bah là, c'est pareil. Sauf qu'en plus, elles viennent de la campagne. Donc il faut vraiment qu'elles soient carrées, elles mettent tout dedans. La présentation à la reine, elle tient vraiment sur une seule page. Et encore, c'est pas une page entière, c'est une page où t'as un numéro là comme ça. Elle tient sur ça. Et encore là, il y a un petit peu plus, mais vraiment, c'est sur la moitié. Il y a pratiquement que dalle. C'est une arnaque, vraiment. Bon, après, j'imagine bien que ça a voulu se concentrer sur ce couple, mais c'était étouffant au final, je trouve. J'aurais aimé que... Ok, on suit ce couple, pas de problème, mais des moments, on prend du recul avec eux et on se concentre un petit peu sur l'alentour, le tour, les autres personnages, parce que là, c'est chiant, en fait. Ils sont chiants à suivre. Donc, ouais. Je pense que ça peut plaire. Je ne déteste pas non plus. C'est juste que voilà, c'est les personnages qui m'ont agacé plus qu'autre chose. Parce que j'aime bien, n'empêche, ce genre d'atmosphère. J'adore ce genre de truc. Hein. Les chroniques de Bridgerton, j'arrive pas à le dire. Enfin bref, j'ai bien aimé aussi, donc j'aime beaucoup ce contexte. Mais c'est ça le truc, c'est que dans la série, après je parle juste de la série des chroniques, hein, de Bridgerton, on suit d'autres personnages, on voit les trucs. On n'est pas juste centré sur... comment elle s'appelle? La blonde là. Je sais plus son nom. Enfin, vous voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est assez récent quand même. Et même elle, en fait, elle est sympa alors que le personnage là qu'on suit, on nous la présente. Alors, elle a beaucoup de gaieté de vivre et tout ça, mais je la trouve quand même vachement creuse. Certes, elle a des modes de pensée très bien, mais elle est quand même vachement creuse, je trouve. Elle est très docile, elle est très obéissante, très à vouloir satisfaire tout le monde. Voilà, c'est pas non plus un personnage mémorable, je trouve. Donc bon. Je sais pas si je suis la seule, tu sais, à avoir cette impression des moments devant un film même, ça m'arrive, où j'ai l'impression que tu sais, c'est tout le temps l'intro. Le film, il a pas démarré, tellement je m'ennuie. J'ai eu cette impression avec ce livre. Des moments, franchement, à un moment donné, j'étais genre à ça du livre, j'étais presque à la fin. Et je m'emmerdais, je me disais putain, mais c'est quand ça va commencer. Et quand je regardais le livre et que j'en étais pratiquement à la fin, je me disais ah, ok, d'accord, c'est vraiment chiant. Voici le troisième, il me semble. Donc, alors, par contre, c'est un livre en plusieurs tomes. Je l'ai vu qu'après, en ouvrant, que je l'ai vu. C'est pas marqué, ouais, sur la première de couverture. Ah, quoique si, là, mais faut le chercher, quoi. Enfin, bref. Alors, on se retrouve avec William, qui s'évade d'une prison, enfin, d'un truc pour adolescents. C'est au début de l'histoire, hein, et qui finit dans un autre monde par une turbine du diable, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Mais du coup, c'est un monde de pirates. Et j'ai pris ce livre parce que la couverture est sympa. Voilà. Et l'histoire, quant à elle, est sympa aussi en vrai, ça va. Ça va pas chercher bien loin, mais c'est plutôt sympa. Et ça promet un petit peu des... comment on dit? Zut. Une évolution, voilà. Vu que c'est en plusieurs tomes. Bon, après, ça m'étonnerait que j'arrive à trouver les autres tomes. Hein. Et franchement, il m'a pas donné plus envie que ça de moi-même d'aller acheter les autres tomes. Mais c'est un petit livre bien sympa. On se retrouve dans une...
Ah, décidément, j'y arrive pas. Dans une communauté, on va dire, parce que j'arrive pas à trouver l'autre mot que je veux utiliser, mais pas très développé. En vrai, c'est le monde humain, enfin notre monde à nous, des milliers d'années en arrière, où il y avait encore c'est les smilodons, les mammouths et des trucs comme ça. Tu vois juste ça, mais en mode avec des pirates. Voilà. Sinon, ça change pas grand-chose. Mais c'est marrant, du coup on a une faune et une flore un petit peu différentes. Il y a un petit peu des extravagances dans la faune et la flore justement pour mettre un petit peu ça, mais on retrouve beaucoup de trucs, ceux qui ont un petit peu étudié l'histoire, surtout les trucs préhistoriques et les trucs comme ça. Moi je sais qu'à une époque je dévorais les livres et aussi les documentaires qu'on avait sur la préhistoire, sur les animaux préhistoriques, je kiffais ça. Et du coup, il y a beaucoup de trucs que tu retrouves. Et c'est vrai que, mine de rien, c'est le côté sympa du livre, tu sais, de se retrouver dans ce truc-là avec des pirates. Voilà. Après, j'imagine que ouais, les autres tomes devraient plus être intéressants pour moi, je pense. Parce que, au début, je me suis dit, mais c'est quoi l'intérêt de faire venir l'autre dans un monde parallèle, on va dire, si au final, il n'y a pas vraiment de conséquences, mais tu vois qu'au fil du truc, il y a une conséquence, et à la fin, tu te dis même que, je sais pas, moi, le grand vilain, là, dès que j'en ai entendu parler les premiers trucs avant qu'on le rencontre vraiment, aux premières pages, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé au directeur de la prison où il s'évade tout début du livre. Je sais pas pourquoi, j'ai fait un lien comme ça. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. On n'entendra plus jamais parler de lui. Mais j'ai fait un lien parce que du coup on comprend que... Alors ils disent comment? Ils disent que... alors j'ai oublié le nom de leur terre, hein. On va dire Piratopolis, je crois. Quoique non, ça c'est la ville. Non, leur terre, comment ils l'ont appelée? Je sais plus, terre inconnue, un truc comme ça. Mais en tout cas on comprend que c'est une jumelle à notre terre, à nous. Et tu te dis que... Enfin, il y a un canot en fait pour aller d'une à l'autre, et notre héros par hasard tombe dans un de ces canaux là, donc la turbine du diable. Et donc il y a un système où ils peuvent rentrer chez eux, ils peuvent revenir, et du coup ça laisse pour la fin, surtout avec le grand méchant, voir un peu plus loin pour les autres tomes. Je pense que les autres tomes pour moi seraient plus intéressants que celui-là qui est une intro, hein, en gros. Les premiers tomes c'est toujours des intros en général. Et du coup je pense que dans les prochains tomes, alors je sais pas en combien de tomes il est, j'ai pas regardé j'avoue. Mais du coup je pense que pour les autres tomes ça sera un peu plus développé. Peut-être on retournera sur Terre, qui sait. Je sais pas. Enfin bref. Petite histoire bien sympa, bien marrante. Les personnages sont cool. Je pensais que le personnage principal allait être chiant, mais au final non, ça va. Il se lie d'amitié avec Victor, qui je crois est ici. Et ça donc c'est William et le grand méchant derrière. Et on voit un petit peu, ouais, après t'as le monde, hein, c'est un truc de pirate. Faut pas non plus chercher. Mais c'est un truc avec pas mal de lois, on va dire. En vrai c'est bien fait, c'est comme notre terre, mais... en mode un petit peu, les pirates, ils ont eu la chance de tomber sur des portails pour aller dans un monde parallèle. Ils se sont dit non, on va le garder pour nous, on va se faire notre petit monde là tranquille. Mais ils font les choses bien en vrai, vu que tu sais c'était il y a des millions d'années, je crois que c'était 1000 ans. Je crois que c'était il y a 1000 ans la découverte du coup de ça. Et apparemment, si j'ai bien compris, les pirates, enfin les nouveaux colonisateurs, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais qui sont arrivés sur cette planète. En vrai, ils ont voulu faire les choses bien. Ils ont construit donc, tiens, on le voit derrière là, un grand mur de leur cité, fait en bois. Je crois qu'il a 2 mètres de haut. Je sais plus à combien de mètres il est, mais c'est un truc gigantesque en tout cas. Et il a été fait exprès pour protéger la nature des hommes, en gros. Et du coup, tu vois, même par d'autres petits trucs, même pour leurs lois, leurs règles, c'est vraiment fait pour essayer de ne pas reproduire les erreurs qu'il y a sur Terre. Et on voit que le grand méchant, en fait, en plus,
veut aller contre ça, c'est vraiment... je pense que lui devrait aller sur Terre. Il s'y sentirait bien. Hein, avec tout le laxisme qu'il y a sur Terre comparé à là-dedans, dans leur petit monde de pirates, il serait comme un œuf en pâte. Vraiment, il serait très heureux, je pense. Mais sinon, à part ça, ouais. Petit livre sympa à lire.